Oui, il a démarré. C'est bon, Valéria, tu peux démarrer. C'est bon? Parfait. Bonjour à tous, désolé pour le retard, on a eu un petit problème technique. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez déjà? Et est-ce que vous nous voyez? Est-ce que quelqu'un peut répondre dans le chat? Ok, c'est bon. Parfait. Super. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et je vais présenter. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, mais Quand je présente, en fait, je vois pas l'onglet du webinaire. Donc du coup, on la voit pas on voit ton écran, enfin, il n'est pas en écran complet en fait. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il n'est pas en écran complet. On voit ton PowerPoint en fait, c'est petit. Il C'est faut que tu le mettes petit. en diaporama. Ouais, bah c'est un diaporama en fait. Ok. Vas-y, repartage. On voit assez bien ou Là, on voit plus là. on voit plus? Non, là on te voit et on me voit, mais on voit plus le PowerPoint. Tu as dû départager. Je vais juste attendre une seconde parce qu'en fait je fais le contraire. Je partageais mon écran normalement, j'ai démarré le PowerPoint. Peut-être ça prend juste un petit peu de temps de le faire. Est-ce que maintenant on voit Non, mon PowerPoint ou non? non, je vais le faire si tu veux. Je veux bien, merci beaucoup. Parce que normalement j'étais en train de le partager. Parfait. Vas-y, On Valéria. on va commencer par se présenter. Du coup, je m'appelle Valéria Alekhine et je suis consultante en stratégie chez Anomia. Donc, j'accompagne les cabinets d'avocats de toute taille, en commençant par quelques associés, quelques collabs et jusqu'au CMS Francis Lefebvre dans leur challenge stratégique. Donc, très souvent sur le développement commercial. Et avant de rejoindre Anomia, je faisais aussi du conseil, aussi en stratégie, mais dans un cabinet plus généraliste. Je travaillais beaucoup avec le secteur financier, donc avec les banques comme Société Générale, CACIB ou encore BNP. Et donc du coup, dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup répondu aux appels d'offres, puisque dans le conseil d'habitude, c'est comme ça qu'on gagne des nouveaux dossiers. Et puis récemment chez Anomia, on a fait une mission de conseil pour un cabinet d'avocats qui est spécialisé et qui est leader dans son domaine, justement dans la refonte de leur process de réponse aux appels d'offres. On a fait une formation pour eux sur comment mieux répondre aux appels d'offres et on a refait les supports commerciaux qui sont en lien avec cet exercice. Et en fait, en parlant un peu autour de nous sur ce sujet, on a compris que le sujet des appels d'offres et de réponses intéresse les avocats et il est souvent un petit peu méconnu, voire un peu appréhendé. Donc du coup, on a décidé d'en parler au public plus large via ce webinaire. Merci Valéria. Et donc moi Vincent Coutancet, je fais partie de l'équipe Diapaz, donc sur la partie plutôt édition de logiciels.
Et en fait, on s'aperçoit, on en parlera plutôt en fin de webinaire, que un logiciel, oui, mais pour répondre aux enjeux stratégiques du cabinet. Et donc là, on va essayer de vous expliquer sur ce webinaire en 2 grandes parties. En fait, Valéria va dérouler un petit peu des best practices, comment s'organiser pour répondre aux appels d'offres. Et puis sur la deuxième partie, on va vous expliquer en quoi le système d'information peut avoir du sens et doit avoir du sens pour réussir à atteindre cet objectif finalement qui est avant tout un objectif business. Parfait. Donc déjà, quelques chiffres clés pour répondre à la question pourquoi répondre aux appels d'offres de manière générale. C'est parce que en fait, pour certains cabinets et dans certains cas, c'est une source de dossiers qui est non négligeable. Donc, je vous ai mis un chiffre qui m'a un peu marqué. Donc 11 065 appels d'offres sont actuellement ouverts sur francemarché.com sur les prestations juridiques. C'est une plateforme parmi d'autres où on peut retrouver des appels d'offres publics. Donc, en fait, il y en a plus que ça. Et donc, si vous travaillez dans les secteurs où on peut gagner des dossiers par les appels d'offres, c'est important de ne pas en fait passer à côté de ces opportunités parce que le marché est quand même conséquent. Tu me fais des Si petits... tu peux pas suivre, okay. Ouais, parfait. Quand on parle des appels d'offres, en fait, on distingue deux typologies majeures. Donc, il y a les appels d'offres publics et les appels d'offres privés. Donc, l'exercice est un petit peu différent dans les deux cas. Donc, quand on parle des appels d'offres publics, en fait, très souvent, l'organisateur de ces appels d'offres est une entité gouvernementale ou alors une municipalité ou une institution publique. Très souvent, c'est très réglementé dans la manière dont on répond à cet appel d'offres. Les exigences en fait de procédure sont assez strictes. La procédure elle-même est très formelle. Il y a souvent des étapes obligatoires. Il y a des délais de réponse qui sont très stricts. Mais en même temps, en fait, un peu comme son nom l'indique, tout le monde peut participer. Donc, tout cabinet qui a accès à cet appel d'offres peut en fait présenter sa candidature. Les critères de sélection sont d'habitude sont toujours en fait publiés en avance. Ils sont clairement définis et ils sont l'entité a l'obligation en fait de les respecter. Quand on parle des appels d'offres privés, l'exercice est un petit peu différent en fait. Donc déjà l'organisateur c'est une entreprise ou une organisation privée. C'est beaucoup moins réglementé. Donc c'est plutôt les règles internes en fait qui définissent la procédure de réponse. La procédure elle-même est souvent beaucoup plus flexible et moins formelle. Et en fait, c'est plutôt sur l'invitation. Donc en fait, c'est l'organisation qui propose à ses partenaires de confiance en fait à répondre à un appel d'offres, ou alors parfois il y a un référencement. Donc il faut être référencé dans la cellule achat par exemple, dans groupe pour en fait avoir accès à ce type d'appels d'offres qui sont privés. Les critères de sélection, bon, souvent ils sont quand même définis en amont, mais en même temps le système de notation, le respect, il est quand même plus flexible. Parfois, ça peut se jouer au feeling en fait entre les personnes qui décident de choisir un fournisseur, un nouveau partenaire. Donc c'est beaucoup moins réglementé que dans le public. Si on peut passer à la suite. Et en fait, une chose peut-être à prendre en compte quand on parle des appels d'offres, c'est l'objectif en fait de cet exercice. Pour le client, bien sûr, c'est choisir un fournisseur, un partenaire avec un meilleur rapport qualité-prix.
donc tout en respectant les règles et les normes de la procédure de l'appel d'offres. Et en fait, pour le cabinet, bah, bien sûr, en fait, l'objectif de participer, c'est de gagner plus de dossiers. Donc, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi, en fait, bah, se positionner sur un certain type de dossier, se positionner sur un certain type de marché. Il faut garder en tête, en fait, qu'en appel d'offres, c'est toujours une comparaison entre les différentes réponses et c'est toujours une compétition. Donc, c'est pas seulement quelqu'un qui partage son besoin avec vous et seulement avec vous. Il faut garder en tête que, par principe, s'il y a un appel d'offres, c'est que vous allez être comparé aux autres cabinets. Votre réponse va être comparée aux autres cabinets. C'est un peu la compétition. Et on en parlera tout à l'heure, mais cette compétition, elle doit s'opérer aussi avec un suivi en fait des temps pour que, au fur et à mesure, vous sachiez bah, si même si vous le gagnez, tout ce qu'on vous souhaite, est-ce que le travail est rentable ou pas. Donc on en parlera sur la deuxième partie. Exactement. Par où est-ce qu'on commence quand on veut participer à un appel d'offres? Bah, en fait, par la lecture de cahiers de charges ou de briefs. Donc, très souvent dans le public, on parle plus de cahiers de charges, dans le privé, on parle plus de briefs, pour déjà comprendre si on y va ou pas, en fait, si on se lance dans la rédaction de réponses ou non. Donc on commence déjà à bien comprendre le besoin client. Pourquoi est-ce qu'il lance cet appel d'offres? C'est bien si on peut avoir quelques éléments de contexte. Est-ce que c'est un tout nouveau besoin donc qui émerge et le prospect n'a personne pour l'accompagner dans ce besoin et il veut lancer un appel d'offres? Ou alors il a déjà un prestataire et il n'est pas content? Ou alors il veut faire une pression tarifaire? C'est pas le même contexte en fait. Et c'est important d'essayer de comprendre ce contexte. Et puis même, en fait, c'est important déjà de bien comprendre le besoin de client tel qu'il est exprimé dans le cahier de charge, le brief. C'est important de comprendre les critères de choix. Donc, est-ce qu'en fait, le critère majeur, c'est plutôt le prix et le prospect cherche à avoir une prestation au prix le plus inférieur possible, ou alors il s'agit de trouver un peu une combinaison de skill set assez particulière et il cherche en fait un peu une perle rare qui va soumettre sa candidature. Donc c'est super important de comprendre les critères de votre prospect. Et normalement, à travers le cahier de charge ou le brief, ça devait se voir. Troisièmement, s'il y a un système de notation clair, il faut bien le comprendre. Souvent dans les appels d'offres publics, il y a un système de points qui est attribué en fait à chaque réponse. Donc avant de se lancer dans la rédaction, il faut comprendre combien de points est attribué à chaque élément de réponse. Et bien sûr, passer plus de temps aux éléments qui sont notés avec qui ont un pouvoir d'influencer la note globale de manière plus importante. Quelque chose qui vaut quelques points parmi son ensemble ne vaut pas forcément la peine. J'ai mis juste, Valérie, excuse-moi, j'ai publié un sondage, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, où j'ai posé une question. Avez-vous déjà répondu à des appels d'offres au sein de votre cabinet? Ça serait intéressant pour nous de savoir sur l'audience qui est présente aujourd'hui, qui est concerné par ça. Donc, Ouais, vous allez sur tout l'onglet à fait. sondage et vous répondez si vous l'acceptez. Merci beaucoup. Tout à Vas-y, fait. Valéria. Donc, que faire en cas de doute? Déjà, si vous comprenez pas très bien le besoin ou les questions, et si c'est possible, hein, parce que parfois dans le public, on n'a pas forcément le droit d'appeler le prospect. Et si c'est possible, on vous conseille vivement en fait de prendre le téléphone et d'appeler le client. Parfois, les questions sont mal formulées, ça arrive à tout le monde. En fait, c'est un peu, il y a une partie de l'humain. Parfois, les questions voilà, sont pas très claires ou en système de notation n'est pas très clair. C'est toujours mieux en fait d'appeler le client en cas de doute. Et même en fait, c'est toujours mieux de appeler le client avant pour avoir le maximum de contexte, en fait. Et si vous décidez de le faire, on vous conseille fortement de pas juste appeler
appel d'offres contact.fr, enfin, ou écrire au mail générique ou à la ligne, au standard de client, mais d'essayer de regarder en fait soit sur l'appel d'offres, parfois on montre qui est la personne qui est en charge en fait de projet, soit regarder sur LinkedIn en fait qui est en charge des questions de fournisseurs ou de prestataires juridiques dans le cabinet, chez le client, et essayer de parler directement avec la personne qui va choisir après les prestataires, ou qui va faire ou qui va faire après le travail demandé. En fait, c'est toujours bien vu par le client qu'un cabinet s'intéresse à eux, qu'il fait cette démarche complémentaire de bien comprendre le contexte. Et après, surtout dans le privé, ça peut même influencer la notation, le fait que on a un prestataire parmi d'autres qui n'ont pas juste donné leur réponse, mais qui ont appelé en amont pour essayer de bien comprendre quel était le besoin initial, pour bien calibrer l'appel d'offres. C'est toujours très bien vu. C'est finalement faire un travail de commercial, de vente. Oui, tout à fait, tout à fait. Et de nouer, essayer de pré-nouer un lien avec votre prospect avant de postuler. On voulait vous présenter un peu quelques quick wins pour améliorer vos réponses aux appels d'offres, pour les rendre un petit peu plus efficaces. Donc, premièrement, utilisez le langage de vos clients, c'est-à-dire que si dans le brief ou dans le cahier de charge, votre client emploie des termes spécifiques, par exemple, si il appelle une équipe, une BU, une business unit, ou emploie certains termes, du coup, n'hésitez pas à employer les mêmes termes, en fait, dans votre réponse. Ou alors si le client illustre, en fait, parle dans le cahier de charge de ces enjeux, et donne des exemples sur les nouvelles technologies, par exemple, qu'il utilise, n'hésitez pas à les reprendre, en fait, d'expliquer concrètement, en fait, comment est-ce que vous vous positionnez dessus. Répondre à la question posée. Donc, ça semble évident, mais en fait, dans l'exercice, c'est pas toujours simple, et on voit parfois que soit les cabinets essayent de tout raconter, en fait, à la réponse de chaque question, presque en commençant par la fondation du cabinet, ou alors ils donnent pas assez d'éléments parce qu'ils pensent que c'est évident. Il faut bien répondre à la question posée. Dites-vous, en fait, que votre réponse est toujours comparée aux autres. Donc, il ne faut pas faire du hors-sujet. Il faut essayer de simplifier la vie de la personne qui reçoit tous ces appels d'offres et qui les lit, en fait, pour qu'elle comprenne bien quelle est votre réponse. Et en même temps, il faut rester exhaustif. Vous savez jamais comment va se lire votre appel d'offres, votre réponse. Potentiellement, en fait, c'est pas la même personne qui va tout lire. Potentiellement, c'est pas lu de manière linéaire. J'ai déjà vu, en fait, des clients qui font des gros Excel où, en fait, ils importent d'après les réponses reçues, des réponses vraiment ligne par ligne, par question, mais ils comparent juste chaque question, en fait. Chaque réponse à chaque question parmi les différents personnes cabinets qui postulent. Et donc, du coup, en fait, si on se dit que voilà, j'ai déjà répondu à cette question avant, donc du coup, je vais pas trop en parler dans ma réponse, ça peut être un piège, en fait. Quelques réflexes à avoir. Déjà, respecter le format d'envoi et bien regarder, bien se renseigner sur le format d'envoi en amont, puisque parfois, le fait d'envoyer quelque chose peut prendre du temps. Donc, si très souvent, en fait, et dans le public et dans le privé, les prospects commencent à avoir leur propre plateforme où il faut soumettre la réponse. Déjà, il faut se registrer sur la plateforme avant. Il ne faut pas postuler 10 minutes avant la clôture, parce que parfois ça bug, en fait, quand plusieurs personnes, il y a un pic d'activité, en fait, avant l'envoi. Donc, il faut bien essayer de le faire en amont.
S'il y a un envoi papier, bah, il faut bien regarder, qu'est-ce qu'on demande. Donc, si, il faut relier, de manière spécifique, les documents, si, voilà, si dans la forme, en fait, il y a quelque chose de spécifique à respecter et ça s'anticipe, en fait. Et à la limite, c'est quelque chose qui peut se faire même, bah, bien en amont de la deadline de l'envoi. Respect des délais. Encore une fois, ça semble évident, mais et pour le format digital et pour le format papier, vous pouvez être disqualifié. Vous allez être très souvent disqualifié, en fait, si vous ratez le délai. Donc, encore une fois, il faut pas être trop short, il faut pas essayer d'envoyer 10 minutes avant, la deadline, le format digital. Le format papier, pensez au fait que, bah, ça prend du temps parfois de l'envoyer, de faire l'envoi. Et que ce temps, en fait, il faut le compter. En fait, il faut faire un peu comme un rétro-planning. En fait, quand est-ce qu'il faut finir votre réponse pour le livrer au temps. Et puis, anticipation de la documentation annexe. Parfois, en fait, les clients demandent des docs complémentaires, comme par exemple des diplômes de langue, et ça peut prendre du temps, en fait, à les trouver, parfois à les traduire. Et ça, c'est un travail à la limite qui peut être commencé au moment où vous recevez l'appel d'offres par vos fonctions support, qui allons commencer à constituer en fait ce dossier des annexes. Et il y a un enjeu important sur la sécurité dessus que Vincent va élaborer. Oui, on en parlera après parce que vous avez, je pense, tous comme joyeux souvenir des fichiers Excel à remplir avec plein de questions techniques auxquelles vous ne comprenez pas toujours le sens et on le fait toujours un peu à la fin. Donc, on en parlera sur la deuxième partie sur un peu le groupe projet et comment on s'organise pour répondre à tous ces joyeux formulaires qui deviennent pour le coup la norme. Soutenance orale. Donc, parfois, surtout dans le privé, au moment où vous envoyez votre appel d'offres, votre réponse, il y a une soutenance orale derrière. Donc, c'est un exercice qui est différente de la rédaction. Parce qu'en fait, quand vous rédigez votre appel d'offres, votre réponse, en fait, il doit être autoporteur. Donc, quelqu'un qui le reçoit, en théorie, doit pouvoir le lire sans votre explication. Ça doit être exhaustif, clair et concis. Par contre, quand il y a une présentation orale, il faut penser à adapter le support. Probablement, votre réponse fait une centaine de slides. Vous n'allez pas pouvoir présenter tous les 100 slides sur 1 heure et demie qui vous est allouée. Donc, soit il faut préparer un autre document qui est allégé, ou alors sélectionner en avance, en fait, qu'est-ce que vous allez montrer, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Préparez votre discours en amont. Donc, essayez de vous chronométrer, par exemple, surtout au début, si vous n'êtes pas très familier avec l'exercice, pour bien respecter le timing. Et puis aussi, pensez en fait de la soutenance comme d'un moment d'échange avec le client. Il aura probablement déjà lu en fait votre proposition en amont. Donc, il sait globalement qu'est-ce que vous proposez, il sait combien ça coûte, il sait quelle est votre méthodologie. Mais probablement, il a des questions. C'est le moment où vous pouvez creuser si vous pensez que le client ne comprend pas quelque chose ou il n'est pas clair sur les enjeux en fait de ce que vous proposez. Donc prenez-le comme une opportunité en fait pour échanger et pour que le client puisse se projeter en fait dans le travail avec vous. Et quelques autres quick tips sur la manière dont on peut industrialiser un peu le process de réponse pour améliorer le ratio temps investi dans la réponse et le gain qu'on puisse avoir sur le dossier. Bah, premièrement, en fait, avant de se lancer dans une réponse, il faut faire un travail un peu de fond rétrospectif sur bah, quel est votre discours commercial en fait? Quel est le pitch du cabinet? Donc, quel est le positionnement de cabinet? Est-ce que vous connaissez vos avantages compétitifs par rapport aux d'autres cabinets qui se positionnent sur les mêmes cibles ou sur le même secteur?
Est-ce que vous savez de manière claire et concise formuler votre valeur ajoutée? Rappelez-vous qu'en réponse à un appel d'offres, il faut le voir comme une compétition. Donc en fait, quand on rentre en compétition, il faut savoir en quoi est-ce que je suis meilleur que les autres. Heu, sur la formalisation, ça c'est presque quelque chose qui est secondaire. Si on a ce socle en fait, de compréhension, forte, de en quoi est-ce qu'on, on est mieux positionné pour accompagner nos clients sur leurs enjeux clés, c'est le principal. Deuxièmement, une fois que vous avez, ce discours qui est clair et construit, c'est bien quand même d'avoir un process, interne de réponse aux AO, qui est clair et fluide. Donc, par exemple, on peut imaginer que vous avez défini en avant les critères go, no go, pour participer à un AO. Donc, vous devez savoir dire, de manière objective, quand est-ce que vous dites que j'y vais, quand est-ce que vous dites que je vais pas. C'est bien aussi d'avoir une répartition claire des rôles de responsabilité par rapport aux personnes qui vont participer à la réponse, pour ne pas faire un doc en fait un peu Frankenstein où chacun ajoute un petit bout et après, il y a quelqu'un, l'associé aux dernières minutes qui essaie d'en faire quelque chose de digérable. Pour que ce soit plus fluide, il faut que ce soit un vrai travail, collaboratif, avec un nombre quand même limité de personnes qui participent. Hem Puis un troisième point, plus on nice to have, mais qui est assez essentiel si on veut industrialiser les réponses, c'est, en fait, un template de réponses pour pas partir de zéro, en fait, chaque fois on veut pitcher, pour pas partir de zéro chaque fois qu'on veut répondre. Ça un bon template, en fait, ça garantit, la lisibilité de votre réponse, ça facilite la lecture, ça facilite pour les personnes qui participent à la réponse, l'usage, la construction de la réponse. Il doit être aussi modulaire, pour justement, heu, pouvoir s'adapter en fonction de sa cible ou des arguments qu'on veut mettre en avant. Merci Valéria. Alors moi je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer comment justement on peut vous accompagner en fait sur cette mission. Donc en préambule, donc Anomia et Diapaz font partie d'une société qui s'appelle Exelia. Et Exelia, en fait, on est toujours dans un défi que vous connaissez tous en tant que cabinet d'avocat. Aujourd'hui, on n'entend pas un cabinet qui nous dit je n'ai pas de problème de recrutement, j'arrive à regarder mes collaborateurs, tout va bien, le monde du travail n'a pas changé. On n'entend jamais. Et donc, si vous décidez de vous lancer en fait dans la réponse aux appels d'offres, vous allez en fait forcément devoir faire participer en fait vos équipes, comme l'a dit Valéria, des équipes support pour tout ce qui va être documents administratifs, les attestations, enfin tout ce qu'on vous demande, les collaborateurs pour aller produire des documents peut-être un peu plus techniques, et donc il va falloir les intégrer en fait dans ce processus de réponse aux appels d'offres. Donc ça doit prendre du sens pour le cabinet et on doit donner du sens finalement à cette réponse aux appels d'offres. Les clients, on l'entend beaucoup aussi de la part de nos clients, parce qu'on parle à des cabinets d'avocats toute la journée. Les clients veulent toujours plus, toujours moins cher. Donc en fait, vous êtes un petit peu avec une situation qui est pas évidente, c'est que les clients vous mettent un peu plus la pression. Il faut intégrer les collaborateurs dans cette réponse, alors que quand on sort d'études en tant qu'avocat, on ne sait pas forcément comment répondre à un appel d'offres, on ne sait pas comment forcément mener un exercice ou une présentation commerciale. Et tout ça dans un contexte où la nouvelle technologie prend du sens, prend de plus en plus d'importance. On entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de tout un tas de termes. Et l'idée, c'est d'aligner tout ça. Et nous, on arrive en fait sur les différents métiers qu'on adresse avec une solution 360, c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, vous aider si vous en avez besoin sur l'accompagnement de la stratégie du cabinet, sur quelle typologie d'appel d'offres on répond, sur quelle spécialisation, sur quel lieu géographique, enfin toutes ces questions en fait, ou parfois avoir quelqu'un d'extérieur qui va vous aider à analyser ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça peut être intéressant d'avoir un peu quelqu'un qui n'est pas la tête dans le guidon, ce qu'on dit souvent. Ensuite, une fois qu'on a défini ces stratégies de répondre ou pas aux appels d'offres et sur quelle typologie, il faut former. Et il faut former en fait finalement tout le cabinet.
un peu les associés, un peu les collaborateurs, un peu vos fonctions support, pour que finalement il y ait une sorte de symbiose ou une sorte de répartition des tâches assez évidente pour répondre à un appel d'offres et qu'on ne soit pas un peu comme tous on fait quand on voit ce formulaire ou les documents, on fait ouais, il faut répondre. Et puis on le vit un peu comme une contrainte. Et puis finalement, on fait tout à la dernière minute. Alors on y arrive, il y a la plateforme qui bug à la dernière minute, mais on y arrive, mais dans la souffrance. Alors que bien organisé, un appel d'offres peut et devrait être un exercice finalement collectif, pas si désirable que ça si les supports sont préparés en amont. Et enfin, la troisième chose, le système d'information. Alors, bien entendu, le nôtre ou celle de vos prestataires doit vous aider en fait à répondre de manière optimale sur tout ça. On voulait attirer votre attention sur deux sujets. La première, la cybersécurité, qu'on appelle de plus en plus cyberhygiène, qui va devenir vraiment un élément indispensable. On a reçu notamment l'été dernier plusieurs cabinets qui répondaient à un appel d'offres pour la SNCF. La SNCF a envoyé un questionnaire avec énormément d'onglets, avec énormément de prérequis. Et vous, en tant que cabinet d'avocats, vous devez vous appuyer en fait sur vos prestataires qui, eux, doivent vous assurer une cybersécurité des plateformes technologiques accrue. Si vous ne mettez pas en place en fait ces stratégies-là, vous risquez d'être éliminé dans pas mal d'appels d'offres, surtout sur les grosses structures. Donc à ce titre-là, on vous enverra les infos. On a un certain nombre de labels qui peuvent vous permettre en fait de passer ces étapes techniques qui deviennent essentielles aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, on va parler d'ERP, de logiciels de gestion. Alors pour plusieurs choses, la première, c'est que tout le temps passé sur la réponse à l'appel d'offres devrait être noté et consigné pour savoir si l'appel d'offres est rentable. Ok, si vous avez un appel d'offres, je prends des extrêmes volontairement à 10 000 € et vous y passez 30 000 € de temps, autant ne pas répondre. Et pour ça, il faut commencer à renseigner la machine et puis petit à petit, en fait, se construire des modèles, se construire de l'analyse pour demain presque rentrer dans du prédictif pour savoir quand j'ai un appel d'offres dans une société de plus de 100 personnes dans tel domaine d'activité, on gagne à 80%. Donc go, on y va. En revanche, sur des plus grosses sociétés, on n'y va pas parce que le cabinet était trop petit et puis on perd contre des plus gros cabinets. Donc on n'y répond pas et on n'y passe pas de temps. Et enfin, la dernière chose, c'est d'intégrer en fait des modules qui sont assez peu présents dans les cabinets d'avocats. C'est des modules de devis, des modules d'opportunité, en fait, pour venir dimensionner tout le volume d'affaires dehors, en fait. Tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez perdu, pour là aussi construire de la data pour vous aider à mieux répondre et décider de répondre ou pas aux appels d'offres. Et quand j'ai mis et demain, on sait pas trop. Enfin, si on sait, il y a un terme aujourd'hui qui arrive de plus en plus, c'est le terme intelligence artificielle. La techno évolue, et donc c'est à ce titre-là que nous on fait beaucoup de veille pour vous aider à répondre plus rapidement, en fait, notamment avec l'utilisation de toutes les solutions autour de Microsoft, SharePoint, Copilot, enfin tous ces sujets qui évoluent avec l'ambition et un seul objectif, c'est être plus efficace, répondre plus rapidement et donc faire plus de business. Voilà pour notre partie. On a délibérément décidé de finir un tout petit peu en avance pour avoir du temps d'échange avec vous et pour avoir l'opportunité de répondre à vos questions. Alors, on a Sylvie qui nous dit que le support sera utile. Donc, j'imagine que c'est pour diffuser l'information dans votre cabinet. Donc, on est bien entendu aussi disponible avec Valéria pour venir pitcher en fait ça dans votre cabinet de manière peut-être un peu plus personnelle, parce que cette décision dans les cabinets, vous avez plusieurs associés. Il y a quelques clients que je vois dans le webinaire. Il faut potentiellement mettre d'accord plusieurs associés ou en tout cas challenger l'idée. Donc on est à votre disposition. On a Stéphanie qui nous dit que c'est le prix en général qui fait la différence. Alors, oui et non, dans le sens que bien sûr,
le client il cherche un ratio gain prix, prix qualité le plus avantageux. Mais si ça serait que le prix, en fait, aucun cabinet anglo-saxon n'aurait jamais gagné aucun appel d'offres, parce que les cabinets qui pratiquent les taux à 2 000 € l'heure, sinon seraient d'avance perdantes et pourtant ils arrivent ils arrivent à gagner quand même. Donc du coup, justement quand vous avez cette, heu fait ce travail préliminaire sur votre avantage concurrentiel, sur qu'est-ce qui vous différencie et vous êtes à 100 sûr en fait de votre core value en fait, de en quoi est-ce que vous êtes, largement meilleur, c'est, ça ça c c'est vraiment essentiel en fait et c'est ça qui vous aide à gagner. Après en fait, ce qui peut se faire aussi, c'est, de dimensionner en fait, l'appel d'offres comme une porte d'entrée en fait chez le client, où on peut, on le voit parfois, mettre en cap en fait sur une certaine, prestation, et après essayer en fait de, vendre quelque chose, derrière en dehors de process de l'appel d'offres. Donc, ça peut être un des éléments de réponse pour, contourner un petit peu la partie pression tarifaire. Et puis après, je pense que là-dessus, il y a une autre chose qui est importante, c'est que répondre à un appel d'offres, c'est un vrai job finalement de commercial, de bizdev. C'est des choses qui sont pas encore énormément développées dans les cabinets. On commence à voir dans certains cabinets alors on les appelle pas des commerciaux parce que la profession n'est pas encore forcément prête et c'est pas adapté à ça, mais on entend parler de bizdev, on entend parler Ouais. peut-être tu vas avoir d'autres termes, Valéria, mais intégrer des gens qui vont, si vous décidiez de vraiment industrialiser la réponse aux appels d'offres, ça peut faire l'objet en fait d'un poste pour que la production soit pas perturbée en fait par cette réponse aux appels d'offres sur lequel vous allez avoir des taux de réponse, des taux d'acceptation qui vont être aux alentours de 30, 40, 50 si vous êtes extrêmement bon, mais la réalité c'est plutôt aux alentours de 20 ou 30% de taux d'acceptation des appels d'offres par les clients. Sur la question de prix, trop faible, hem, c'est dur de répondre sans contexte, mais spontanément, ce que j'aurais dit, c'est que, si, en plus, si ça se passe dans le privé et si c'est pas un appel d'offres, public, dans ce cas, le mieux, ça serait en fait de parler essayer de nouer une relation un peu en amont avec, la personne qui gère en fait, ce process, de sélection, des prestataires du côté client. En fait, pour, déjà essayer d'avoir une conversation avec elle avec cette personne hem, pour la sensibiliser au fait pourquoi, en fait, vous proposez un coût, qui est, un coût de prestation qui est inférieur aux autres, en montrant qu'il s'agit d'ici d'un AO public. Dans ce cas, normalement, dans les AO publics, il y a un système de notation sur chaque, élément, et sur, la partie prix, normalement, et le prix est noté. Donc du coup, si le Oui, prix est mais bas. j'imagine que ce que nous dit Antoine, c'est qu'il y a un sujet de rentabilité sur finalement des dossiers. Ah d'accord, je suis en train de lire les commentaires. On a Nicolas que certains cabinets font clairement du dumping, c'est-à-dire qu'ils baissent les prix. Est-ce qu'il faut s'aligner au plus bas? Je ne crois pas. Moi, je partage votre position et Mmh. c'est pareil dans notre métier, hein, quand on est sur les appels d'offres d'édition de logiciels, si on se met au plus bas, vous vendez avant tout votre valeur et vous avez votre prix, votre stratégie commerciale et s'aligner à celui qui est le plus bas a plutôt tendance à dévaloriser la valeur du service que vous Mmh. proposez. Mais il ne faut pas non plus être trop non plus par rapport aux autres, donc c'est un juste milieu. En fait, il faut penser vraiment à la manière dont vous présentez votre coût unitaire, que ce soit par heure ou que ce soit pour, un forfait ou par, partie de travail en fait qui est que vous faites. Il ne faut pas que votre coût unitaire, soit présenté trop bas parce qu'en fait, c'est comme ça, il est très difficile de le faire, remonter, derrière chez le client, chez le même client. Donc si le client un jour
accepte, commence à travailler avec vous et vous affichez un prix à, je sais pas, 200 € l'heure, ça va être très difficile après de dire que bah, maintenant on double le tarif. Par contre, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est plutôt de mettre un cap global, par exemple, un dossier ou un volume de travail qui peut être, lui, compétitif par rapport à ce que vous pensez les autres participants de là-haut vont proposer. Et derrière, une fois que vous gagnez sur ce cap, vous pouvez en fait essayer de renégocier pour la suite, tout en gardant votre prix unitaire, que ce soit l'heure ou forfait qui sont habituels. Moi, Mais j'ai je le suis d'accord sentiment, avec vous. Valéria, Ouais. je sais pas si tu vas pouvoir me dire si tu es d'accord ou pas, mais j'ai l'impression que dans les cabinets, les équipes support ne sont pas assez mises en fait dans la boucle en fait de la réponse à ces appels d'offres sur tout ce qui va être mise en forme de document administratif, et du coup, ça a un vrai impact sur la rentabilité du dossier et la rentabilité du cabinet, parce que quand un associé ou un collaborateur est en train de faire du document administratif, il Oui, fait bien pas d'autre sûr. chose, et que il y a un vrai enjeu d'intégrer toutes les personnes, ce qui a pour effet aussi de valoriser finalement des fonctions support, où parfois dans certains clients on se dit bah tiens, la facturation passe de plus en plus au niveau entre les mains des associés, et donc ça permet de changer un peu les fiches de poste des fonctions support et de les valoriser sur quelque chose qui a énormément de valeur. Et quand vous gagnez un appel d'offres, bah, c'est quelque chose d'hyper concret, et du coup c'est un outil de fidélisation aussi, et de valorisation des CV de vos personnels administratifs, où vous avez en général un peu de turnover, trop de turnover sur ces fonctions-là. Tout à fait, Vincent. Je te rejoins complètement sur cette remarque parce que d'une côté, les fonctions support peuvent déjà même participer à la formalisation de réponses. Donc, on peut faire un travail un peu marketing en fait, de faire des jolis slides. Enfin, je vais le dire simplement en fait, et certains en fait ont appétence en fait à ça, et ça diversifie en fait ton fiche de Mm. poste en fait. Ça te permet de participer à quelque chose de crucial pour le cabinet, faire quelque chose de différent qu'on ne s'attendrait pas forcément à faire quand on travaille dans un cabinet d'avocat. Et en même temps, pour revenir à ta remarque que les fonctions support ne sont pas assez impliquées, euh, je trouve ça impressionnant, mais même parfois les grands cabinets, les grandes structures qui ont des BizDev, parfois j'ai le retour de BizDev que, ben, en fait, il y avait un nouvel appel d'offres euh, qui, qui- qui avait une volumétrie importante où je n'étais pas mis dans la boucle. Alors que j'aurais pu apporter des insights par rapport aux études de marché que j'avais fait avant, et j'aurais pu les inclure en fait pour montrer qu'on a les cabinets a des convictions sectorielles, que on a en fait des éléments de contexte déjà à apporter aux clients. Et en fait, ça crée des frustrations où en fait tu as les équipes qui peuvent apporter des billes, des éléments de réponse, qui sont pas sollicités. Ils ont l'impression que tout se passe entre les mains de l'associé, et ça peut être frustrant pour eux. En tout cas, vous l'avez compris, c'est un sujet qu'on connaît, parce que chez nous, chez Xelia et chez Anomia, ben, on est très souvent contacté sur les dossiers via des appels d'offres. Et donc ce triptyque accompagnement, formation et logiciel, bah, prend tout son sens avec cet objectif d'augmenter finalement Mmh. le taux de concrétisation et donc le business de votre cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'ai une question pour toi, Vincent. Vas-y. En attendant que quelqu'un pose pose une question sur le chat, est-ce que tu penses que ça ferait du sens de suivre en fait de se construire en pipe des personnes qui sont responsables des AO côté client, et essayer en fait déjà de le suivre et d'entretenir en lien de contact au moins avec eux? Puisque bon, les AO, ils tombent quand même pas tous les jours, mais c'est bien de se positionner
au plus tôt possible en fait dans ce process. Et c'est bien de leur parler en fait aux clients, c'est leur faire plaisir en fait que quelqu'un suit, comment avance leur projet, est-ce qu'ils ont de nouveaux besoins, est-ce que pour moi, c'est là où il faut, voilà, il faut essayer de se positionner. Mais ça peut être délicat, ça demande en travail, en fait, de répertorier ces personnes et de le suivre, en fait, il y a un suivi. Qu'est-ce que tu en Bah, penses? moi, je pense que c'est une bonne idée parce que la partie accompagnement coaching sur ces sujets-là est assez évidente à partir du moment où le cabinet décide de se positionner sur la réponse à l'appel d'offres, Ouais, à contrario d'un associé qui décide de le faire tout seul un petit peu dans son coin. Donc, on peut avoir une porte d'entrée assez intéressante dans les cabinets, c'est les secrétaires générales qui peut-être dans certains cabinets sont sollicités un peu en centrale pour répondre aux appels d'offres. Et dans ce cas-là, oui, développer et proposer comme tu le fais dans des cabinets des offres de coaching régulièrement pour faire des points. Et puis il y a un intérêt, c'est qu'on est clairement sur quelque chose de mesurable, puisque il y a un trigger avant, c'est sur les appels d'offres, on en a perdu combien, on en a gagné combien, et puis après la mise en place de tous ces outils, on en gagne combien, donc la valeur est assez facile à mettre en avant. Donc pour ma part convaincu, mais c'est pas moi le client. Non, mais je pensais que même, en fait, pour la partie éditeur, ça peut être intéressant d'avoir un pipe, tu vois, prospect Oui, responsable d'appel d'offres, en fait, ouais, ouais. Alors ça, oui, que ça tu rejoint suis, parce qu'on a certains clients encore là qui sont dans cette réunion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un ERP doit servir à gérer l'activité des dossiers signés, mais va bientôt permettre de développer également sa base prospect et notamment toute la partie devis, AO, pipe commercial pour rentrer vraiment dans cette logique de construction d'un modèle prédictif, pardon. yes. Peut-être aussi un petit conseil de bon sens. C'est jamais une très bonne idée de contester les résultats de là-haut. Donc si vous pensez que vous avez répondu, vous aviez une très bonne réponse, mais que vous étiez quand même pas sélectionné, c'est pas une voie qu'on recommande à prendre parce que comme ça tout le monde va se rappeler plus de votre cabinet comme ah tiens c'est quelqu'un qui conteste notre sélection. Il y a une question, est-ce que vous pouvez nous parler des groupements solidaires? Des groupements solidaires. Alors, vous me prenez un petit peu par surprise. Est-ce que c'est le panel? Hem, est-ce que c'est le panel de est-ce que c'est une sélection par panel ou après, une fois qu'on est sélectionné dans les panels, on est, sollicité, on peut être sollicité sur une certaine période, sur un certain type de questions? Là, Alors, comme ça, peut-être à mon côté non francophone, mais je connais pas ce terme. non, c'est quand en fait c'est quand on est engagé, ces opérateurs. Alors, ouais, voilà, c'est ça, c'est un regroupement de structures, de plusieurs cabinets, plusieurs entités qui vont répondre en fait finalement sur un besoin global et Mmh. puis on va prendre le cabinet 1 qui est Ah oui, spécialisé sur telle practice et puis le cabinet sur 2 et finalement on se retrouve à travailler avec un concurrent dans un marché ouais, unique. OK. Bah, ça, on le voit faire dans les cabinets, justement quand il faut avoir une expertise très, très précise, et très pointue, sur, sur un certain sujet, bah, ça fait de sens en fait, de joindre les forces. C'est comme ça que les petits cabinets peuvent gagner des appels d'offres en fait, parce qu'ils s'associent avec, quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de force de frappe, alors que le cabinet, plus petit, bah, il gagne par sa spécialisation en fait, par, le fait qu'il est plus lean, il est peut-être plus cost effective, il est peut-être plus, hem mieux amené en fait à traiter une partie de sujets plus global. On voit même parfois les regroupements entre, les cabinets, et les consultants.
ou alors les cabinets, les DPO, enfin les Data Protection Officer, donc sur toute la partie sécurité. Parfois, les cabinets d'avocats répondent avec d'autres prestataires, d'autres professionnels ensemble. Donc ça, c'est plutôt je trouve que c'est une bonne pratique en fait. Après, il faut s'aligner bien sûr sur les prix en interne déjà, parce que pour pas avoir trop de disparités en fait. Et puis il faut faire ce travail en fait de négociation interne avec les personnes avec qui vous postulez pour cette AO, pour avoir une répartition très claire de périmètre en fait qui est couvert. On a une question de Reda. Alors, il y en a deux. Est-ce que le fait d'être individuel ou collaborateur est un frein? Alors, j'imagine dans le contexte d'un appel d'offres, donc je pense que ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur si vous avez une spécialisation très forte, rien ne vous empêche de répondre sur un des lots de l'appel d'offres pour en gagner sur cette partie-là. On pourra échanger si vous voulez de manière individuelle. Et après, il y a Reda qui pose une question également sur quelle plateforme il faut aller chercher les 1000, ou j'ai plus le chiffre en tête que tu as évoqué tout à l'heure. Je sais pas, on vous enverra, Reda, le support. Il y a un nom de plateforme. Après, il y en a beaucoup. C'est une parmi d'autres. Il faut faire un petit peu. À votre place, moi, je passerai peut-être 1 heure à faire une petite recherche Google sur typologie de dossiers que vous traitez et euh, typologie de plateforme où on peut trouver les AO. Parfois, il y a même des entités privées qui peuvent publier leurs AO sur ces plateformes. Je sais qu'il y a la plateforme à l'échelle de l'Union européenne qui a pas mal de sollicitations pour les avocats, y compris sur les petits lots, donc qui sont en théorie adaptés aux individuels. Euh, à votre place, moi, je ferais le tour de ces plateformes. Je regardais soit les petits lots individuels où en fait vous seriez peut-être mieux positionné pour répondre qu'en cabinet, puisque j'imagine qu'en termes de prix, en fait, vous allez être plus attirante. Ou alors essayer de se rapprocher en fait au cabinet plus généraliste en fait et pour essayer de répondre ensemble. Parfait. Bon, on commence à avoir on a gardé tout le monde pendant l'heure. Donc là, les gens partent au fur et à mesure. Donc on va peut-être clôturer ici. De toute manière, on vous enverra, vous allez recevoir la vidéo avec le replay de tout ce qu'on s'est dit, le support, et on est à votre disposition pour répondre de manière un peu individuelle à vos questions sur toute partie de l'approche que l'on propose sur cette thématique des appels d'offres. En tout cas, merci Valéria. C'était une Merci Vincent. première. C'était très Bien sûr. sympa. On a gardé les gens du début à la fin, ça veut dire qu'il y avait un intérêt, en tout cas, sinon tout le monde serait parti. Exactement. Et puis, merci à tous et à votre dispo pour répondre à vos questions. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous solliciter si besoin. C'est toi qui peux couper, Valéria. Ah, parfait.